So okay, so let me start. Just say a few words in English because some residents do not speak French. Just to say that this is a collective presentation. Normally, you have each speaker would have like 15 minutes or 20 minutes maximum, then 5 minutes of questions. Normally, it's better to not disturb the speaker because the exposition is short duration, unless you have a very urgent clarification question, but I don't think so. Leave all the questions for the 5 minutes. What else? Okay. So let me also mention a few meetings before leaving the floor to the first speakers, Sarah. So in alphabetical order, so you would start. So we have some meeting in March. So we have already scheduled all the community building seminars of March. So the next one will be given by one of the guys who is in charge of building a new chair, Patrick Pentus, who is also Deputy Director of CNRS in Social and Human Sciences. He will talk about the chair infrastructure, and then on the 22 we will restart the normal CBS with David Del Barco. You're not Javier, it's David. Don't know why. Yeah, Javier Del Barco. Oh, okay. Yeah. So it's you, huh? So Javier Del Barco, you cannot avoid it. You cannot tell me I'm not David. I'm Javier. Okay. And then on the 23rd, yeah, there is a 23rd of March, if you can just have it in your agendas. We have the visit of the Scientific Council of the Institute, so we have a big Scientific Council. And you are invited, eagerly invited, to the lunch with the Scientific Council on the 23rd. That's a Friday, 23rd. 23rd of March, we'll have the visit of the Scientific Council, and the Scientific Council will have a lunch with all the residents on the 23rd of March. Okay, so that's if you can. I would probably ask a sample of you, like 4 or 5, to talk personally with these guys, but I will see exactly who is available for the morning of that day. Then there is no CBS on the 29th. That's the last Thursday of March, just because we have this table ronde de l'Arbois. And then you are eagerly invited to attend. Mark will have a talk there. I don't know if it's on the 29th or on the 30th? The third day, 29. So there is no CBS on the 29th. We have this. Okay, so having said that, I think I would ask Sarah to... There is the 13th of March. Yeah, okay, and on March 13, there is a rendezvous de demain. That's something on lifestyles in the Mediterranean by Thierry and another one. I don't remember the name. Marketing. So, okay. So you have all the program. There are other events, of course, but just mentioning the CBS. Hi, good morning, everyone. Thank you very much for the opportunity to speak at IMéRA and for actually inviting me for the residents. It's a great opportunity. So I just want to describe a little bit about my project this morning. Some people have mentioned that the title seems a bit impenetrable, and I would agree with you on that, actually. So what I want to do today is just give you an introduction to the area that I'm working in, which sort of spans computer vision and medicine as well. Although I'm not an expert in medicine at all, my area of research is computer vision or computer science. I'll talk a little bit about diseases of the retina, which is the area that I'm working on, and I'll describe where the retina is as well. I'll talk about what the clinical problem is and how we're trying to help the clinicians to solve their problems. And then I'll talk about how we're going to implement that in terms of image analysis and computer vision. Okay, so
just to give you a little orientation, this is a picture of the eye. So if you were to look in a cross-section through your eye, you would see the light comes in this direction and it hits the cornea, which bends the light quite a lot, and then it goes through the pupil of your eye here, and then passes through the lens and is focused down onto the retina. And the retina is supplied with lots of blood vessels, and the retina takes signals from light to your brain for interpretation down this little channel here, the optic nerve. In this talk, I'll be talking about the retina, which extends all the way around on the back of your eye. So any images that I show will be in this area of your eye. So what kind of images can we take of the retina? So if you went to the opticians, many of you may have actually had a retinal scan taken. So you put your head on a chin rest and the optometrist takes a picture. And you can get two types of pictures or images. So this is the most common one that you might have seen already. It's the image of the back of your eye, and you can see the optic nerve here, where all the signals are going through to your brain, and also all the blood vessels as well that extend over the retina. But they can also take another type of picture, a three-dimensional one, and they can actually look in through a slice of your retina. So if, for example, actually I'll use this. If we took a scan down one slice of your retina, you would get this type of image, and that's called an optical coherence tomography image, or an OCT image, which I'll refer to it through the talk. So you can see the layers of the retina here, and I'll show some more pictures of this as we go through the talk. But this is actually what my project is on, looking at these types of images. Okay, so what happens if you have a problem with your retina? What happens if you have a problem with the back of your eye? So there's lots of diseases that you might have heard of: diabetic retinopathy, age-related macular degeneration, glaucoma. We're working on a disease called diabetic macular edema, which is a complication that occurs as diabetes gets worse and worse. And as I think everyone is quite aware, diabetes is a problem which is growing enormously. There's 8% of the population worldwide who have diabetes, and diabetic macular edema is a big contribution to vision loss within those people with diabetes. So it's a huge problem, and clinicians are working very hard to try and get better methods of treatment and detection. Okay, so if you had a problem with your retina, this is what your vision, how your vision would be affected. Initially, you would just get blurring, so normal vision is obviously on the left. As your retina starts to become affected, in particular with diabetic macular edema, the detailed part of your vision is affected. And so whenever you try to focus on something, you would get these greyed out blobs, which obviously is a very frustrating condition, and it's something that is very difficult to cope with. So moving on, I just want to really try to highlight what the clinical problem is. Clinicians are really good at recognising things on images. We're only just getting to their standard, really, in terms of getting computers to recognise things on images, but they're not quite so good at quantifying amounts on images. So I've got a blue circle here, and I've covered it in a few white spots, and I've primed a few members of the audience actually to guess this, so I know I'm going to get some responses. I just want you to guess, and just shout out any guesses as you think of them. What percentage of the blue circle do you think the white spots cover?
can you guess what percentage it is? Is it 30%? 50%? 40%. Great, that's perfect. So there's a really big range of guesses there, and that's actually how clinicians would interpret that image as well. The actual answer is 34%. So it's very difficult for clinicians to do that, and that's really what we're helping them with. We're helping them with quantification, so we can get computers to do that quite well. Okay, so if I go back, so what are we actually quantifying on our images? So here's some OCT images of a slice of the retina. So this is a normal retina. There's nothing wrong with it. It's a nice flat, it's got nice flat layers. Whereas here's a retina with diabetic macular edema, and you'll see these spaces in this area have lots of fluid in them. I'll just show an expanded version of that image. So what we're trying to do is recognise these areas and quantify them. So we want to be able to detect every single one of these areas and say to the clinician, okay, that image shows that there's 40% worth of cysts in it, which is 5% less than last time when you started treating them. So that's our aim of the project. Currently, clinicians have to estimate the size of those cysts, and that's quite a difficult job, as we've seen with the blue and white circle image. And they have to make quite important decisions based on their estimate of quantification. So they have to decide if treatment should be continued or stopped or changed. And so if they've got an accurate measure of quantification, then that's very helpful for them. So how are we actually doing this? So we've just started the project, so I'm just starting to look at all these OCT images, but we'll be employing techniques from computer vision, and computer vision is really a combination of all of these kind of areas, really. So my background is actually physics, and I've moved into computer science, but I suppose a lot of what I do is to create numerical algorithms which can help solve problems in images. A lot of people will have heard of the new artificial intelligence in terms of deep learning algorithms. We're also involved in employing those on our medical images as well, and we will actually be considering employing those on the OCT images. So how do we actually do this with the images? So here's an example of an image of a map. Each image is made up of many, many pixels of different colours, or in this case it's a black and white image, so lots of different grey levels. And each of those grey levels corresponds to a number. So this is a very white pixel, so it's got the maximum number of 255. You can obviously have different scales. The very black pixel corresponds to a number of 0. And our numerical algorithms basically take all these numbers out of the image, do something mathematical with them, and then tell us something about the image. So those are the techniques that I'll be employing. Okay, so why is this difficult? So we saw some images previously where we could see the cysts quite easily, but the challenges for us from an image processing perspective are actually that we often get quite poor quality images, and often the cysts are very small. So here's some cysts that we saw similar to the ones we saw previously, but we've also got to recognise this is a cyst, this is a cyst, and this is a cyst. And you can see that there are lots of confusing factors in the image, and part of the challenge for us is to overcome those image quality issues. Also, some of these cysts are not cysts, they're intraretinal fluid. We have to be able to distinguish between those.
And as I said, we're going to be applying many different techniques to try and help us understand the images. Okay, I think that's everything. Thank you very much. Thank you very much. Hi. Je préfère parler en français, c'est mieux pour moi, mais j'espère qu'avec les images, c'est bon pour tout, et avec aussi des vidéos. Parce que pour ça, j'aime partir d'un projet que je fais à Lampedusa. Dans les dernières années, j'ai été invité par un projet qui s'appelle Vers un musée de la Méditerranée. C'est de la fiance et du dialogue entre la Méditerranée. Et donc, j'ai pensé de réaliser de grands drapeaux. Et je l'ai placé sous le toit du nouveau musée archéologique. Mais c'est un musée qui s'est ouvert en même temps. Et donc, l'idée, c'était de donner dans le skyline de l'île quelque chose qui est un signal de bienvenue. Et en même temps, quelque chose qui peut être l'idée de, comme je l'ai pensé comme une médaille, comme quelque chose qui peut être une reconnaissance à tous les habitants de ces petites îles qui l'ont, dans toutes les dernières années, qui l'ont combattu, ils sont allés contre les lois qui disaient de ne pas s'ouvrir les hommes. Donc, quand j'étais là, ce projet, on le devait faire avec toute la communauté, parce que je travaille beaucoup avec la communauté. La plupart de mes projets sont réalisés avec la communauté. Donc, des projets partagés sont des projets qui, au fin, ne sont pas plus mes projets, mais sont les projets du groupe, de tous ceux qui j'invite à le réaliser. Donc, pourquoi je veux parler de ça? Parce que les dernières années, je travaillais à Marseille. Et donc, je vous fais voir une vidéo qui a réalisé la petite télévision web qui s'appelle Artzap TV, qui m'a suivi seulement dans la dernière partie. Donc, je vous fais voir la vidéo et après, on va le parler un peu. Non, c'est bon, c'est bon. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 79,
Bien. Pourquoi ces vidéos? Parce que vous avez vu l'installation qu'on était placée sous la tour de Warrené. C'est ça. Mais l'idée, c'était d'engager la ville au milieu symbolique, au niveau symbolique. C'est-à-dire, ce projet, c'est un projet dédié aux migrants, c'est un projet dédié à l'accueil, à toutes les questions qui l'accueil pose. Donc, l'idée, c'était de le réaliser avec tous ceux qui sont arrivés dans la ville dans le dernier mois. Donc, je suis allé du nord, du côté des Égalades, jusqu'à Noailles, et j'ai rencontré beaucoup de gens. Et l'idée, c'était de donner la possibilité de s'exprimer, de dire que ces drapeaux qui sont posés sur le toit de la tour, dans ce lieu symbolique de la ville de Marseille, qui est une ville qui est grandie sur une idée de cohabitation, on peut représenter directement celui qui arrive dans cette cité et qui ont l'envie de se reconstruire une vie. C'est ça parce que le projet que je présente ici s'appelle Bet-léhem ou de la renaissance, c'est-à-dire est un projet qui, à partir de l'étymologie du nom de la ville de Bet-léhem, parce que Bet-léhem, en aramaïque, il signifie la maison du pain, et pour les Arabes, il signifie la maison de la viande. Donc, au-delà de toutes les questions religieuses que tout ça pose, il y a un nouveau où toute l'humanité, avant de trois religions monothéistes, ils croient qu'ils ont un lien commun. Donc, c'est à partir de tous les liens que tous les hommes ont en commun, on peut réaliser quelque chose qui nous approche. Le but de beaucoup de mes projets est de rapprocher à travers l'art. Donc, le projet Bet-léhem, il est un projet itinéraire. La première étape du projet, c'est déplacer à Palerme. Je connais beaucoup de communautés parce que beaucoup de centres d'accueil ils sont à côté de ma... Donc, il y a juste 10 minutes de où j'habite. Il y a le centre mineur au côté de la gare. Il y a le centre d'accueil pour les hommes. En effet, je l'ai rencontré, j'ai travaillé avec eux, j'ai vécu avec eux. Et donc, le problème, c'est comment faire rencontrer tous ceux qui vivent dans cette île, comment créer des liaisons entre la ville et tous ceux qui vivent là, et aussi comment supérer tout la peur que tous les gens qui vivent à côté de ce centre ont. Donc, j'ai pensé d'inviter de jeunes filles, de mecs du lycée et les gens qui vivent dans le centre d'accueil. Ces photos se réfèrent seulement à un centre. Après, j'invitais à parler avec le processus du pétrissage. Parce que la magie de préparer du pain, c'est celle qui nous permet le partage, mais d'entrer dans un niveau de communication réellement très profond. C'est à partir de ça que nous commençons à faire du pain. Il apprend à pétrir et après on va faire des ateliers où on parle de nous, mais surtout on parle du futur. C'est ça. Pour moi, c'est important de parler pas du passé, parce que le passé, il émerge sans que je le puisse. Et il émerge lentement et doucement. Et si on a la nécessité de le faire,
come si dice, emergere. Enrico, aiutami, émerger, c'est le même. Donc, à la fin, tous ces carrés de pain qui ont constitué le long table que vous avez vu au début de la... ils sont pleins de signes, de choses qui sont seulement la pointe d'un iceberg, d'un grand iceberg, c'est qu'il est tout ce qui passe dans la relation entre tous ceux qui participent au projet. Et donc, il faut qu'une autre fois, je vous montre, si je n'ai pas pris trop de temps, la deuxième étape du projet Bet-léhem s'est déroulée à Touraine, où cette fois, j'ai rencontré de petits garçons, ils sont de l'école primaire, et on peut voir qu'est-ce qu'on a fait directement. Directement la musique d'ici. Donc, je parle aussi sur l'image parce que avec le garçon, on a beaucoup parlé au début. Je pensais que c'était trop difficile de travailler avec des mecs de questions très philosophiques. Donc, c'est la question de l'accueil, de la différence. Mais on a commencé à faire du pain de deux couleurs, du pain noir et du pain blanc. À partir de ça, on a commencé à comme il faut faire, comment il faut le mettre ensemble. Et on a, vous voyez que les lettres qu'on a fait, on a pensé à la fin parce que le projet, toujours, je pense comme quelque chose qu'il va se dérouler. Et il se déroule. Tous ensemble, on a décidé qu'est-ce qu'on doit faire de ces deux couleurs de pain. Donc, on a choisi d'écrire le welcome. Et en réalisant tout ce morceau de pain qu'à la fin on a partagé, on a beaucoup parlé de différences de cultures, parce qu'ils sont tout fils de gens qui sont arrivés dans la ville de toutes les parties du monde, de la Chine, du Maroc, de l'Ukraine. Et là, il avait tout de toutes parts du monde. Donc, on a parlé beaucoup de différences. Et il était merveilleux parce que la magie qu'il s'est réalisée dans les ateliers, c'est vraiment difficile à le raconter. La dernière étape du projet, pour être très synthétique, je pense que j'ai pris beaucoup de temps. Ah non? Ah, ok. 5 minutes, tu laisses 5 minutes pour les questions. Ah, ok. La dernière étape se déroule à Salemi. Salemi est une petite ville de la Sicile où ils sont arrivés. La cité maintenant, je crois qu'il soit de 3000 personnes, bien plus que 2000, ils sont des migrants. Donc, on avait beaucoup de problèmes dans la ville parce qu'il y a un groupe de personnes âgées, de vieux, et tous ceux qui sont les gens qui se déplacent dans la rue, et aussi là, n'avaient pas la possibilité de faire rencontrer. Donc, dans cette ville, on a une très forte attention sur les questions qui sont la religiosité liée au pain.
C'est-à-dire là, dans tout le fait de Saint-Joseph, on réalise de grands hôtels autour auxquels on fait de grands dîners où on invite beaucoup de gens. Je fais le voir, je trouve les images. Non, ce sont les images du MuCEM. Et ce sont Palerme. Oh. Ce sont de grands hôtels tout fait avec du pain de la tradition sicilienne qui est vraiment très ancienne, qui est liée au culte de la Renaissance, au printemps, beaucoup de choses. Et c'est là que je demandais aux femmes qui font des sculptures de pain de donner des renseignements, de faire des ateliers avec le garçon. Donc au début, le garçon, ils sont devenus très on a appris vraiment à faire toutes les sculptures là, avec de fleurs, la rose. Et pendant les ateliers, on a beaucoup parlé de l'origine des pays, de la culture visuelle, ou d'où ils viennent, de la forme. On a fait aussi de formes de pain, de chaque pays. Et on l'a changé, on l'a partagé. Et après, à la fin, on a réalisé un hôtel qui est une petite maison qu'on a trouvée. Pour hasard, on a trouvé une petite maison qui est exactement la même du cadre métallique qui connote, c'est là. Donc, c'était le cadre qui je déplace tous les temps où le projet arrive. Et on a trouvé ça. Parce que c'était un hôtel qui a été utilisé dans les dernières années. Et je demandais au propriétaire de nous le donner. Et on l'a, avec le garçon, on l'a fait selon la même vie qu'on le fait dans la tradition de Salemi. Mais à la fin, tout le petit pain qu'on a réalisé, il parle de différence. C'est-à-dire, vous voyez ici, il y a un pain qui est fait selon des iconographies de l'Éthiopie, parce que Ahmed était de là, et à la fin, on a décidé de placer ça. On a fait beaucoup de fleurs qui chacun a pensé peut-être lié au pays d'origine. Mais tout ce processus est terminé avec une sorte de rite de passage, parce qu'on a partagé, on avait du pain à l'intérieur de la petite maison. On a pris du pain et on a laissé un message qui souhaitait de l'espoir, ce qui peut être du futur lié à chacun. Et tous ensemble, on a réalisé quelque chose qui est l'idée d'une nouvelle communauté où on peut renaître. On peut renaître ou renaître. Et le projet à Marseille, il a l'envie de se lier à la collection de peines votives on a une très merveilleuse collection au CCR. Et l'idée, c'est de faire une exploration dans la ville, comme j'ai fait les dernières années, d'engager beaucoup des services sociaux et se confronter avec l'histoire des rites qui sont liés à la culture du Méditerranée. Donc, à partir de ça, je pensais de réaliser un projet qui est très lié à Marseille, à la collection du MuCEM, mais on va laisser libre pendant les ateliers
et comprendre comment on peut réaliser la 4e étape du projet Bet-léhem ou de la Renaissance. Merci. Well, first of all, thank you very much for the IMéRA and for the LabexMed for giving me this opportunity to be here and to develop my project on late medieval Hebrew Bibles. And the title of my project is Redefining the Sacred Book, because as I will try to show you, I'm trying to have a different look at late medieval biblical manuscripts. And well, I hope I will be able to tell you about more specifically about this project. Before I tell you what's my method and what I am suggesting to look at Hebrew Bibles, I would like to show you some pictures of what medieval Hebrew Bible look like, because I know it's quite difficult, you know, to talk about methodologies and about theoretical backgrounds and about proposals without being aware of what the object, which is precisely the object of my study, looks like. So I will start by showing you some images of different late medieval Hebrew Bibles. All the pictures that I'm going to show you are Hebrew Bibles from the Western Mediterranean and from Western Europe, from 14th and 15th century, which is a period which I call the late medieval period. And in this case, so it's yeah. I just want to show you that this is the biblical text, the text that you see in larger characters, and these decorations are also made up of text. So this is text in micrography, which is not the biblical text; it's something else. So it's not the biblical text itself. It's something related to the Hebrew Bible, but a different text. A late medieval Hebrew Bible can also look like this, where you have in the middle the biblical text, always in large characters, but around the biblical text you have different texts, different biblical commentaries, and different works. For instance, this one is a grammatical work on the roots of the Bible. So in this case, the Hebrew text in the middle, in a smaller space, and different text around it. It can also look like this. This is another late medieval Hebrew Bible from Franche-Comté, from the area of Franche-Comté. And we can see here also the biblical text occupying the most of the page, and also this tiny micrographic text around the biblical text. Or we can have, for instance, this kind of Bible, which is an Italian Bible from the 15th century, where we can find the biblical text in the middle, written, I don't know if, well, it's hard to appreciate it, but the kind of script that is used here is quite different from the scripts used in previous manuscripts. And around the biblical text, we have this time biblical text as well. So this is biblical text from the prophets, and this is biblical text from the Psalms. So all these variants show us that the Hebrew Bible in the late medieval period was something very different from one place to another and from one function to another function. And this is precisely what I'm trying to explore. Also, differences in the manuscripts of the Hebrew Bible relate to size and to weight. And so there are very tiny Hebrew Bibles, and there are also very large Hebrew Bibles like this one.
And I wanted to show you this picture so you could realize what a very big and Atlantic and giant Hebrew Bible can look like and can weigh. So, and this tells us something also about the function of the book, a precise function of the book. So before I tell you something about my project, let me just tell you what have been the traditional views on these manuscripts that I just showed you among the people that usually have been working with late medieval biblical manuscripts. And the people that have worked with late medieval biblical manuscripts have been mostly text criticists on one side, historians of Jewish art, and historians of the Jewish book. And how have they approached these manuscripts? Well, for text criticists, what they care about is about looking for the most ancient text. So they're very interested in tracing the history of the text and the origin of the text. So for them, only the most ancient manuscripts matter, to look for the oldest textual variants, which is a method followed by traditional philology, by classical philology, and so which is a method which is also applied nowadays among traditional philologists. So for text criticists, late medieval Hebrew Bibles don't matter because they are just, these manuscripts just copy already well-established textual traditions. They see the late Middle Ages as an epigonic period with no interest from the point of view of text criticism. So they look at the oldest manuscripts, what we call the Tiberian manuscripts, which were produced in the late 9th, early 10th century around the town of Tiberias. And also the oldest witnesses from the Cairo Geniza, which the Cairo Geniza was I don't know if you have heard about it, but it was a room in an old synagogue in Cairo where they found a lot, and I mean a lot, of old material from the 5th century until the 15th century and later material as well. So for text criticists, late medieval Hebrew manuscripts don't really matter. For historians of Jewish art, only illuminated biblical manuscripts matter as witnesses, of course, of artistic trends within Judaism, and they use a lot the concept of influence, which means everything and nothing at the same time, instead of some other terms as acculturation. And for historians of the Jewish book, what matters is that biblical manuscripts are witnesses of a linear, self-referential transmission of the Jewish most sacred text from antiquity to the present. So they mostly look at form variations only and with reference to the previous or the following period within the Jewish tradition of biblical manuscripts, which is an essentialist and a contextualized approach. Now, I mostly look at what is going on within this field that I would call manuscript studies, or the study of manuscript cultures in the Middle Ages. And I just want to give you some theoretical and methodological background on what's going on this field of manuscript studies and manuscript culture. And in the last decades, there's been a shift in manuscript studies because mostly of the impacts of what we call material philology, which in some other schools are called textual anthropology, and reception theories. That means that there has been a change of focus from the text as an independent, abstract entity, which was a very post-structuralist theory,
to the manuscript as the actual material reality of a medieval text in a context with specific meaning. That means that we cannot understand what's the meaning of the text without understanding the meaning of the objects in which the text is conveyed. So there has been also a change of focus from the author and the production of the object to the reader and the owner and the use of the object. So there's a change in the time of the object. And we're moving, or within manuscript studies, we're trying to move from the time of production to the time of reception and the time of using the object. And this has a clear effect, of course, in the function of manuscripts, because some questions arise, like how are these manuscripts used over time, and how and why do these functions change? So there's a relation between function and materiality, because a specific function can change the shape of the manuscript over time. And it's important to explore how the change of functions affects the change in the object. And then there's also within this field of manuscript studies the issue of how to approach a codicological study of the manuscript, which, for those who are not familiar with the term, codicology is the study of medieval codices, handwritten manuscripts. So to approach a medieval manuscript, a handwritten manuscript, there's a tension between two different methodological approaches, and one is the qualitative approach, and these are tendencies in book production based on a statistics study of similar data among a multitude of ordinary manuscripts, as the founders of quantitative codicology coined. And these were Carla Bozzolo and Ezio Ornato, who are researchers in the CNRS in Paris. And on the other hand, we have what we would call a qualitative approach, an approach in which every single manuscript matters, as it represents a moment of the text's transmission and function within a specific context. From this point of view, it's not so important what are the data of a lot of manuscripts to make some quantitative analysis, but what a specific object tells you about the transmission of the text that is within this particular object. So the model I'm trying to build for the study of late medieval Hebrew Bibles is based upon some questions that I asked to myself. And these questions are, what did the Hebrew Bible actually look like in the late Middle Ages before the standardization imposed by the printing press, which of course was not from one day to the other that the printing press imposed a certain model. It was over time, but it is true that the printing press standardized quite a lot the way in which we understand and see the Hebrew Bible. Another question is how Hebrew biblical manuscripts were actually used for, and this is the issue of the functions of this variety of Hebrew Bibles, assuming that if we have a variety of forms of Hebrew Bibles, that means that there were a variety also of functions related to these manuscripts. Another question is, what did medieval Hebrew Bibles mean for their medieval and early modern readers and owners? That is, what did the object mean to those that read the Hebrew Bible? And there are some traces in the manuscripts that we can follow to understand what the meaning was. And finally, what was the place of Hebrew Bible manuscripts
within the Latin, vernacular, and Arabic manuscript cultures in late medieval Europe. And this is a crucial question because Hebrew Bibles were produced always within a broader context, which was the context of the Latin or vernacular or Arabic manuscript culture. So the objectives in this project are the following. First of all, to propose a typology of the late medieval codices of the Hebrew Bible in the Western Mediterranean, particularly in Iberia and the Iberian Peninsula, Provence, and Italy, which is a region which is, especially the Iberian Peninsula and Provence, are within what Hebrew codicologists call Sepharad, which is a term that you certainly know, that is today is used for some other things, but in the Middle Ages was used for the culture of Jewish communities from the Iberian Peninsula and Provence and North Africa. So the most Western Mediterranean, and Italy also, because there are very strong ties between Jewish communities of Italy and the Iberian Peninsula, North Africa, and Provence. So the Western Mediterranean is actually a cultural area which is the focus of this project. Another objective is to redefine what the Hebrew Bible was as a sacred text and object in the late Middle Ages. And in this sense, I'm trying to follow some theories and writings by Eyal Poleg and Laura Light, who have been working on similar questions concerning the Latin Bible in the Western Europe. And finally, another major objective is to deconstruct the idea of the Hebrew Bible as a monolithic, decontextualized element in Jewish culture, avoiding then isolated fundamentalist readings of the artifacts. So it is the Hebrew Bible, in my view, was a very variable object and not something that was fixed and monolithic. And it is important in this project to explore this idea. For achieving these objectives, I'm trying to use some methods and tools. Some of them I told you about. I'm going to try to use mostly a qualitative contextual approach, including textual and non-textual features present in the object. So I will be following the footsteps of textual anthropology or material philology. And, of course, comparative codicology, which is crucial because, like I said before, Hebrew manuscripts and Hebrew Bibles were produced not in isolation, but within a broader context. I will use, of course, codicological and paleographical tools, and I will mainly focus on what we call structural codicology, which is to focus on the material history of the object. So I won't focus just on the moment of the production of the object, but on the moments, on the history, on the material history of the object. Very important in this project is the study of layout, both text and page layouts. And that means that I will look at how a particular text, like you have seen before, the text of the Hebrew Bibles, but sometimes some other texts, how are they organized and arranged within the object, within the book where they are copied. This would be text layout, but also page layout is very important because text layout is how a text or the different texts are organized and how they relate to each other within the limited space of a page, which is important for the reading of the page. So I will look at textual functions, of course, using categories of transtextuality, paratextuality, etc., which were coined by Gérard Jeannette.
And I will also look at the study of representations of the sacred text in Hebrew sources of that time. So I will try to look at the sources to understand how they understood the Hebrew Bible. How did they relate to the object at that time as exemplified in Hebrew sources? There are many challenges in this model, and the most important challenges are the following. First of all, there's this idea of the epigonic consideration of late medieval biblical manuscripts, that's the end of the manuscript culture, so it's not important because it's just epigonic. There's also the challenge of considering an approach to Hebrew biblical manuscripts as an essentialist and decontextualized approach only within Jewish studies, with no relation whatsoever with the context. There's also the challenge of the search for a balanced approach in the quantitative and qualitative tension that I talked about. And finally, there's the bias toward material philology and textual anthropology, mostly in literary criticism and textual criticism, because they are mostly focused on the study of the text with no relevance whatsoever with the object. Thank you. Thank you very much. We have time for 3 questions. Please, someone. I wanted to ask you the witnesses of the cable Genisa. What is it? And also the Hebrew sources you would like to look at in order to look at the representation of the book at the time. What are they? And also to ask you how do you manage to work within the Jewish studies context? Is your work contested, or is it complicated to defend such an approach? Yeah. Maybe short answers to others. Okay, I'll try to ask their questions, because you have many questions. I'll try to make it short, but these are really important questions. And well, first of all, concerning the Cairo Geniza, a lot and very different materials have been found in the Cairo Geniza, from witnesses of the Hebrew Bible to autographs from Maimonides, for instance, to documents from the Jewish community of Cairo in the 9th, 10th century. So it's a very large amount. Sorry? Sorry? Yeah. Well, exactly. This is one of the classical. There's Goitein, and there's a whole field of study nowadays related to the Cairo Geniza. So there's a vast a collection of materials from the Cairo Geniza in Cambridge and in some other libraries. So you can find almost everything concerning documents in Hebrew and especially in Judeo-Arabic, which is Arabic written in Hebrew letters, and yeah. So your second question was about the Hebrew sources. Yeah, I will try to look at contemporary Hebrew sources. I mean, 14th and 15th century Hebrew sources, mostly legal material, what we call responsa, which is a correspondence between rabbis around the Western Mediterranean asking for what do we have to do in this situation? I mean, is this according to the law, or is this not according to the law? And some other important legal traditions, like there's one work which is called the Shulchan Aruch by Yosef Karo, which is a late 15th century work. And so I will try to look at the contemporary sources to see if there are some representations on the Hebrew Bibles. And finally, for your last question, this kind of approach is, yes, it is contested within Jewish studies, not only the approach to biblical manuscripts, but also this
kind of approach to Hebrew literature in general, and also to the history of the Jewish people in the Middle Ages. So yes, it is contested, and this is why for me it is important to build this kind of model as opposed to some other lineal models which have been the norm within Jewish studies. Next question. Who was that? Oh, just say briefly, textual anthropology, what does it look like? Well, this is actually this is a label which was given by by the German school of material philology, because they were trying to integrate anthropologists looking for ways of inscribing a text within a material culture. So the label was let's say, coined in Germany, but it represents more or less the same ideas that are within the context of material philology, which is an approach to the text based not only on the idea of the text and the idea of an author, but on how this text has actually been transmitted, in which objects, in which material context. What will you be doing to reconcile the qualitative and quantitative approaches that you use, if anything? Because I see you sort of opted for qualitative, which is fine, but absolutely. I understand your question, because this is the same question that I asked myself. It's quite difficult to reconcile them, but it's not impossible in a way that exploring the possibilities of a qualitative approach does not imply that you can't do any quantitative approach. So to me, these are mostly complementary approaches. It depends on the questions you ask. It depends on where you put the focus on. So I'm putting the focus mostly on questions that require a qualitative approach, but I have some other colleagues that ask some other questions that require a quantitative approach, and their results help me a lot, and I think that the results from a qualitative approach can also help to those who work with a quantitative approach. Thank you very much, Javier. Thank you. Alors, le projet qui m'a occupé ces 2 dernières années et qui va continuer de m'occuper au cours de cette résidence à l'IMéRA est un projet intitulé Droite-Gauche. Donc, il a donné lieu d'ores et déjà à un spectacle, si tant est que le mot soit adéquat, disons à une forme d'écriture pour la scène du théâtre. On a présenté le travail au Théâtre de la Joliette début février ici à Marseille. Mais au fond, ce spectacle est une des manifestations possibles de la recherche. Et la recherche se poursuit ici dans le cadre de la résidence à l'IMéRA selon autour des enjeux que je vais essayer de vous présenter. C'est une recherche qui se conçoit, disons, comme une recherche à la fois scientifique et sensible. Je reviendrai sur cette double ambition. Et elle porte sur les modalités de construction à l'échelle d'un groupe, d'une famille ou d'un individu, de ce que j'ai choisi d'appeler un ethos politique. Alors pas tellement est-ce que je vote pour les républicains ou pour les socialistes, ou pour les républicains et les démocrates, selon là où on se trouve, mais plutôt, plus fondamentalement, qu'est-ce qui m'aide, qu'est-ce qui aide tout un chacun à prendre telle ou telle décision vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde. Quelles sont à l'intérieur de la trajectoire d'un groupe, d'une famille ou d'un individu, les rencontres, les événements, les paysages, les gestes, les métiers, les langues, les tons de voix entendus qui petit à petit forgent et continuent de forger un certain ethos politique jamais stabilisé, mais qui dessine peut-être chez tout un chacun des formes de tendance à un certain tempérament politique. Autre manière de poser la question, quelles sont ces incessantes, et là c'est plutôt la danseuse qui parle, quelles sont ces incessantes opérations de transaction
entre l'environnement dans lequel baignent les individus et l'éthos politique qui s'élabore à partir de ces transactions. Dedans, ici, dehors. Alors, au fil des lectures que j'ai pu faire pour asseoir le choix de ce terme ethos par rapport à d'autres, valeurs, convictions, croyances, etc., le terme ethos me paraissait plus juste. Et j'ai retenu notamment 2 définitions qui m'aident à avancer. Celle de Pierre Bourdieu, d'abord, dans la reproduction. L'éthos est le système de valeurs implicites que les gens ont intériorisé depuis l'enfance et à partir duquel ils engendrent des réponses à des problèmes extrêmement différents. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'abord le terme système, qui m'apparaît renvoyer à une constellation qui, bien faite d'éléments très hétérogènes, ce que je disais tout à l'heure, paysage, ton de voix, métier, etc., gestes, cherche pour autant ce système à être cohérent. N'est pas cohérent, mais cherche à être cohérent, cherche à constituer une sorte d'unité. Et puis surtout les termes implicites, intériorisés, enfance, qui appellent à un travail de dévoilement, à un travail de fouille du côté de ses intériorités, du côté de cette enfance, du côté de ses implicites, un travail de fouille et de dévoilement qui est le travail que droite-gauche s'est proposé et se propose de faire. Pour Jacques Rancière, autre définition, dans le malaise de l'esthétique, l'éthos signifie à la fois le séjour et la manière d'être, le mode de vie qui correspond à ce séjour. Et là aussi, ça rejoint, selon moi, ces opérations de transaction dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour Rancière, c'est à la fois le séjour, on pourrait dire l'environnement, ou le beau mot allemand qui n'existe pas en langue française, qui est le Umwelt, le milieu, et d'un autre côté, les manières d'être, les modes de vie, c'est-à-dire quelque chose qui commence à prendre un certain dessin, une certaine orientation, une certaine direction. Un séjour, comme ça, une sorte d'environnement, et puis un mode de vie, quelque chose qui commence à tracer un dessin. Alors, je disais recherche scientifique et sensible. La dichotomie peut paraître un peu bête, ou disons un peu théorique. On sait tous qu'il y a du sensible dans un énoncé scientifique et qu'il y a du scientifique éventuellement dans un énoncé sensible. Mais disons qu'il faut bien des catégories pour exister et pour travailler. Et ce que je veux dire est que non seulement il faut des catégories pour exister et pour travailler, mais aussi c'est bien là l'ambition du travail à chaque fois, quel qu'il soit, je le disais tout à l'heure, d'aller repérer les implicites de tel ou tel énoncé, reposer systématiquement la question chère aux débatteurs des années 70, d'où je parle. Et donc cette recherche scientifique et sensible pour droite-gauche, c'est d'abord le fait tout simplement que l'équipe du projet est faite de chercheurs. J'ai travaillé avec une sociologue, une historienne et un philosophe, on voit là à la table. La sociologue, c'est le foulard jaune, l'historienne, c'est les cheveux longs, et Frédéric, le philosophe, c'est l'homme. Des chercheurs, donc, d'un côté, et des artistes. Et là, l'étanchéité disciplinaire est beaucoup moins significative. C'est intéressant aussi, d'ailleurs, quand on s'intéresse à comment des espaces de travail se forment. On parle de moins en moins, il me semble, du côté du champ artistique, encore que c'est peut-être la danse qui m'inspire aussi cette réflexion. Bien sûr qu'il y a des vidéastes, des dessinateurs, des sculpteurs, des peintres, des gens de théâtre, des gens de la danse, etc. Mais on a moins tendance, peut-être, que dans le champ de la recherche, et encore je ne connais pas les tendances dans le champ de la recherche, à distinguer comme ça les appartenances disciplinaires. On travaille beaucoup dans une forme d'interdisciplinarité. Donc l'équipe est composée de chercheurs et d'artistes, mais aussi les contenus, les énoncés, à la fois que nous trouvons et que nous produisons, les documents, les témoignages, les interprétations de ces documents et de ces témoignages, les récits littéraires, les récits documentaires, les images et les sons, tous relatifs à cette question de l'éthos politique, sont des contenus qui relèvent donc soit d'une démarche scientifique, soit d'une démarche, disons, soit d'une démarche scientifique, soit, disons, d'expériences vécues par des personnes impliquées, eux, moi, dans le projet, ou convoquées dans le projet. Alors, je vous donne une série d'exemples pour une sorte de liste de ces différents contenus ou énoncés qui relèvent soit de la démarche scientifique, soit d'expériences vécues. Pour ce qui est des expériences vécues, pour ma part, l'un des contenus que j'apporte et que je traite dans le cadre de droite-gauche
et qui est aussi l'un des points de départ de ce projet, ce qui le motive au départ, si j'essaie de mettre le doigt sur la source, qui est la relation d'antagonisme politique que j'entretiens avec mon père. J'ai été élevée dans une famille de droite et j'ai petit à petit adopté des comportements électoraux, des engagements politiques, des conceptions de la vie quotidienne qui relèvent plutôt d'un autre ethos politique que celui dont j'hérite par ma famille. Voilà, ça c'est un contenu possible qui habite droite-gauche. Pour les naïgues, une autre comédienne qui n'est pas là, puisque là c'est la version que nous avons fait avec les chercheurs sur scène, on a fait une autre version où c'était les artistes qui prenaient le relais. Elle, un des contenus de vécu qu'elle apporte et qu'elle traite, c'est le processus d'apprentissage d'une langue étrangère, la langue algérienne en l'occurrence, sans que ce projet n'ait de véritable motivation apparente, mais qui s'impose petit à petit au cours de sa vie comme un projet de vie. Rentrer dans la langue d'un autre, faire l'expérience physique et intellectuelle de la langue d'un autre. Pour Virginie, une autre comédienne, c'est un dilemme, un choix qu'elle a à faire entre deux propositions qui lui sont faites d'emploi, de théâtre, dire oui, et il faut qu'elle choisisse, parce que les répétitions et les représentations ont lieu en même temps, elle ne peut pas faire les deux, et donc soit elle choisit un projet très institutionnel, relativement plan-plan, disons, sur le plan artistique, mais au bénéfice de carrière alléchant, soit elle choisit droite-gauche, elle choisit un projet plus expérimental, plus stimulant, mais au bénéfice de carrière très probablement peu juteux. Voilà des exemples, des possibilités d'expériences vécues qui, selon nous, nous informent sur qu'est-ce que sont ces modalités de construction d'un ethos politique dans des contextes à chaque fois très situés, très circonscrits. Aussi, autre exemple, pour les personnes, nous avons travaillé, un des chantiers de travail de droite-gauche, c'était de mener une série d'ateliers avec des personnes étrangères sur le territoire français en cours d'apprentissage de la langue française. Et pour eux, les contenus d'expérience qu'ils peuvent mettre en jeu dans droite-gauche, c'est cette question des effets de domination que peut représenter une langue étrangère, là la langue française, imposée par-dessus toute une vie. Parce que l'apprentissage de la langue française pour les réfugiés ou pour les demandeurs d'asile, c'est un curseur très fort pour dire on te prend ou on ne te prend pas. Donc, voilà. Là, il ne s'agit pas de travailler la langue comme un lieu d'altérité, mais de travailler la langue comme un lieu de domination. Pour ce qui est, pour ce qui est des expériences, des contenus de vécu qui sont présents dans droite-gauche, et bien sûr, qui nous informe, je le disais, sur les modalités de construction d'un ethos politique, mais sans qu'on perde de vue du tout la non-scientificité de la focale choisie. Une focale qui ne fait que capter des éclats de vie individuels, et on en reste à ce stade-là. Mais à côté de ces contenus sensibles, disons, ou d'expériences vécues, on a les contenus que nous apportent les scientifiques. Pour le philosophe, donc Frédéric, et je pense qu'en fait je parle trop, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de vous passer les vidéos, mais je pourrais éventuellement les partager plus tard. D'accord. Pour le philosophe, Frédéric, il s'est agi d'essayer de définir ce que serait un réalisme de gauche, dans le souci de ne pas laisser la notion de réalisme aux seuls acteurs de la pensée de droite. Et il travaille, pour lui, un réalisme de gauche serait... alors voilà, quand il s'agit de redire les propos des scientifiques, tout à coup, mais disons, le réalisme de gauche qui intégrerait dans sa conception du réalisme nos capacités, ou qui verrait nos capacités à capter le réel comme des capacités contingentes et toujours situées. Là où le réalisme de droite traiterait le réel auquel il a affaire comme une pure factualité. C'est-à-dire, du côté du réalisme de droite, c'est comme ça et puis c'est tout. Et du côté du réalisme de gauche, c'est comme ça. Il y a un réel à l'extérieur de nous, mais ça pourrait être autrement en fonction de là d'où je viens et de là d'où je parle. Le vécu et l'énoncé du vécu. Pour l'historienne, elle a approché cette question de l'éthos politique en menant une réflexion sur sa propre discipline, le débat sur l'usage du je et du nous en histoire. Elle s'est demandé si ce débat sur, d'un côté, la médiation subjective, notamment problématisée par Certeau d'abord, etc., ce qui met en garde les historiens qui voudraient être des espèces de ventriloques du réel, je suis le réel qui parle,
la médiation subjective et en même temps des objectifs de vérité. Et donc, elle a proposé une espèce de jeu. Le nous serait-il de droite, hein, en étant ce nous qui veut faire autorité, qui sans cesse revendique le patrimoine de la discipline, etc. Et elle conclut de manière très, à mon avis, belle et nécessaire sur, comme le disait Gandolfo dans un séminaire précédent, à l'ère de la post-Truth era et des alternative facts de Trump, peut-être que le nous de l'histoire savante est nécessaire. Donc, en tout cas, il vaut mieux articuler ce jeu et ce nous que mettre complètement à la poubelle l'appui du discours historien sur une communauté de savants et de méthodes. Pour la sociologue, elle s'est emparée d'un certain nombre de documents que je lui proposais, qui sont des archives, disons, privées et publiques de ma famille, pour tenter de reconstituer une partie de la trajectoire de cette famille, en particulier celle de deux individus, père et fils, du milieu du XIXe siècle jusqu'au milieu des années 80, donc disons de la période coloniale au tournant néolibéral des années 80, et en faisant l'hypothèse que l'analyse de cette famille, dans une sorte de démarche de micro-histoire, pourrait éclairer l'histoire d'une certaine droite française, je le disais tout à l'heure, une famille de droite, mais voilà, en travaillant depuis 1830, disons, colonisation de l'Algérie par les Français jusqu'au tournant néolibéral des années 80, on voit bien comment est-ce qu'un ethos dit de droite est en fait extrêmement mutant et changeant, et en fonction des contextes historiques se définit de manière différente. Et comment cette famille deal avec son propre patrimoine de valeurs. Voilà, alors c'est peut-être un peu abstrait comme ça, mais voilà les différents contenus que nous avons, je disais, ou réunis ou produits, qui sont autant pour nous de stratégies d'approche de ce que serait un ethos politique. Et cette cohabitation entre contenu scientifique et contenu d'expérience est pour moi essentielle. Elle représente un peu, je crois, ce qui pourrait être l'éthique de mon travail théâtral, pour la raison suivante, c'est-à-dire que pour la présence des contenus scientifiques empêche, me semble-t-il, les contenus d'expérience de régner en toute puissance. Elle interdit de tomber dans un relativisme des vécus, des mémoires, un relativisme des opinions et des histoires particulières, de tomber dans l'idée selon lesquelles il n'y aurait que des individus, que des particularités, et qu'aucune pensée ne saurait les saisir, ce qui me paraît être un trait de l'époque assez fort et assez dangereux. Le règne du relativisme des opinions et des présences et des histoires et des mémoires. Les contenus scientifiques, on pourrait dire, bordent, hein, au sens d'une voile qui borde, encadrent, contiennent, retiennent comme on retiendrait une inondation, ces contenus d'expérience désireux d'occuper tout le terrain. Et réciproquement, les contenus d'expérience, cette fois, les contenus de vécu, les énoncés vécus, mettent en garde le sentiment d'autorité absolue dont les contenus scientifiques pourraient, eux, avoir tendance à se prévaloir. L'historien, puisque c'est cette discipline que je connais un petit peu plus, je ne sais pas comment ça se passerait pour un sociologue ou un anthropologue ou un géographe, mais l'historien qui se concevrait lui-même comme le réel qui parle, pour paraphraser Certeau. Je donne un exemple. Une anecdote aussi qui est au fondement du projet droite-gauche, c'est une conversation avec mon père, ce père donc, dont je parlais tout à l'heure, et qui me dit, alors que lui-même a des ancêtres juifs d'Algérie, mais en fait c'est une famille qui se reconstituait plutôt une trajectoire de pieds noirs, comme s'ils étaient venus avec les Français et repartis avec la guerre de décolonisation, alors que c'est des autochtones algériens, juifs, présents sur le sol algérien avant la colonisation française. Et donc il me dit un dimanche soir, lors d'un dîner de famille relativement calme, cela dit, Sandra, si les Français n'étaient pas allés en Algérie, l'Algérie n'existerait pas. Phrase forte, et en même temps, je sens que j'ai besoin, pour la recevoir sensiblement et la traiter artistiquement, de demander d'abord à un historien ou en l'occurrence, oui, un historien, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça, de ton point de vue à toi? Et effectivement, d'un point de vue, par exemple, d'un historien des idées
du 19e siècle, la nation, etc. Oui, l'Algérie n'existait pas avant que la France ne constitue ce pays selon la conception 19e de la nation. Donc j'ai besoin de savoir ça pour ensuite défricher ce que ça me fait. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà le pourquoi de cette cohabitation, le pourquoi éthique, disons, de cette cohabitation dans les différents travaux que j'entreprends entre énoncés scientifiques et énoncés sensibles. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces différents contenus sur cette scène de théâtre? Eh bien, on les étale, c'est-à-dire qu'on se sert de la scène de théâtre un peu comme un établi, l'établi d'un workbench, hein, l'établi on dit ça plutôt en menuiserie, en l'outillage. On ne cherche pas à faire une synthèse. C'est la grande chance peut-être de l'artiste par rapport à l'historien, c'est que je n'ai aucune hypothèse de vérité à faire. Ça n'est pas mon objectif. J'ai le droit de ne rien dire. J'ai le droit simplement d'exposer, de montrer. J'ai le droit de ne pas conclure. Mais cela dit, j'aime bien avoir sous le bras cet ouvrage d'histoire. C'est un historien médiéviste, Arsenio Frugoni, un Italien, 1914-1970, qui, pour faire apparaître la figure de son personnage, Arnaud de Brescia, qui est un réformateur religieux italien du XIIe siècle, eh bien, ne fait qu'exposer les sources et travaille les contextes de production de ces sources. Il dit... de toute façon, pour reconstruire l'histoire d'Arnaud, je ne connais pas d'autre voie que celle qui sera patiemment parcourue ici, prendre les sources une par une, comme elles ont été rédigées, sans les vouloir mutuellement complémentaires, et en veillant à replacer l'implication de chaque témoin vis-à-vis d'Arnaud dans l'ensemble de ces différentes implications. Il s'agira donc d'une tâche de restauration. À la différence de ceux qui ont cru pouvoir suivre de près la vie d'Arnaud, au moins dans ses moments les plus saillants et les plus décisifs, mais quelle folle débauche d'hypothèse si on croit pouvoir ne pas le perdre de vue un seul instant, je ne crois pas, pour ma part, à l'irrésistible générosité organisatrice des événements historiques qui fixent et transmettent les témoignages, et du reste, les faits propres à ces fameux moments décisifs sont bien extérieurs et généraux. Notre portrait apparaîtra comme l'un de ces fragments de sculpture antique, aux lignes pourtant vigoureusement suggestives, une fois qu'il est débarrassé des altérations apportées par des ajouts postérieurs. Il prend les sources, il étudie les contextes de production de ces sources et il étale. Et les sources se mettent à se jauger l'une l'autre, on pourrait dire, à s'évaluer l'une l'autre par simple effet de proximité, d'avoir été rassemblées ici dans les pages de ce livre. Donc on essaie de faire ça, de prendre la scène de théâtre comme une sorte d'établi, et on essaie aussi, et c'est là où toute cette affaire devient véritablement une affaire de théâtre, on essaie aussi de soumettre ces contenus, ou les énonciateurs de ces contenus, à des opérations de déplacement. Et ça m'intéresse que tu entreprends, Enrico, et voir si ce n'est pas une stratégie artistique possible. Opération de déplacement, c'est-à-dire que si théâtre en grec veut dire l'action d'examiner, théâtre en grec veut dire l'action d'examiner. Il n'y a pas représentation, tout ça. Je ne sais pas d'où ça vient, représentation, mais en tout cas, l'action d'examiner. Eh bien, dans le théâtre que propose droite-gauche, c'est le fait de se déplacer par rapport à son lieu habituel d'énonciation qui va permettre d'examiner ce qu'on est en train de trafiquer, de fabriquer, de causer, etc. Faire l'expérience évidemment provisoire et sans travestissement, il ne s'agit pas de se croire migrant alors qu'on est autochtone, vous voyez ce que je veux dire, il ne s'agit pas de tomber justement dans le relativisme dont je parlais tout à l'heure, mais de faire l'expérience provisoire, de parler depuis un autre lieu d'énonciation que celui qui est le mien habituellement. Adopter un point de vue sur son propre point de vue, j'imagine que tous les historiens de sciences humaines connaissent ça par cœur, s'émanciper provisoirement du lieu d'énonciation qui est habituellement le mien. Alors, je passe, vous m'avez dit qu'il y a plus de 2 minutes, donc je passe, pour vous dire que, par exemple, dans droite-gauche, les opérations de déplacement ont été multiples.
Les chercheurs ont fait l'expérience de la scène, ce qui n'est pas rien, et ce qui les informe assez fortement sur les stratégies de transmission de connaissances qu'ils produisent, à part aussi ce qui les informe sur leur exercice corporel, leur manière de parler, etc., ce qui est peut-être anecdotique, mais pas forcément. Les comédiens ont essayé de devenir chercheurs, et du coup ont pu examiner les rapports qu'ils entretiennent avec leur propre profession, l'ambition, le rapport entre imaginer des personnages et imaginer des hypothèses. C'est-à-dire imaginer des unités terminées, que sont les personnages, et imaginer des hypothèses, des trous. Imaginer des trous. C'est bizarre, ça, je pense, pour un comédien. Nous nous sommes mis tous provisoirement à la place de certains des ancêtres dont nous essayions de reconstituer les trajectoires, en étant évidemment bien conscients de l'anachronisme, mais en travaillant aussi depuis ces anachronismes. Un peu à la manière, je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Philippe Partir, un historien, peut-être tu connais, il veut écrire l'histoire d'un ancêtre à lui, Paul Génie, qui était un philosophe jésuite, qui s'est fait assassiner un peu par hasard, je crois, dans la rue, et Philippe Partir, dans le cadre de sa alors c'est une résidence mi-recherche, mi-artiste aussi, à la Villa Médicis, part à Rome, enfile la soutane, reconstitue la trajectoire du philosophe, etc. Pareil, enfin, justement, la résidence à l'IMéRA est pour évaluer les bénéfices et les limites de ce genre Tu as commencé ta présentation, Enrico, en disant on fait du théâtre, la vérité. Donc, voilà. Est-ce que tu as des trucs à montrer? J'ai juste deux choses à dire, ce qui est deux autres opérations de déplacement. Les apprentis de la langue française sont devenus des enseignants de la langue française. Pareil, il faudrait partager des éléments pour que vous compreniez ce qu'on apprend en faisant ça. Tu auras le CBS, hein? Voilà, le CBS. Ben, le CBS, j'aimerais venir sur une opération de déplacement qui n'a pas du tout marché, qui consistait à demander aux camarades de promo d'HEC de mon père, des hommes qui se situent donc, ou qui disent se situer à droite sur l'échiquier politique français, de répondre à mes questions comme s'ils étaient non plus des chefs d'entreprise, des patrons d'entreprise, mais des associés d'une coopérative. Changement de contexte de travail. Ça n'a pas marché, ils ont refusé. Mais leur refus est très significatif. Comment est-ce qu'on déplace quelqu'un qui occupe une position dominante dans l'espace social? Comment est-ce qu'on le... J'imagine aussi, il y a un article, je crois, assez partagé chez les chercheurs en sciences humaines, s'imposer aux imposants. Comment est-ce qu'on fait pour déplacer... Alors, j'espère, pendant le comment ça s'appelle, CBS, trouver avec vous au moins des stratégies de déplacement qui les feraient un tout petit peu frissonner. Donc, toutes ces tentatives, je finis juste par ça, de mise à jour du caractère mutant de ce que nous sommes et de ce que nous produisons, sont tout simplement des manières de ruser contre les récits véristes. C'est là où se tient l'éthique du travail. Les procédés que je dirais morbides de naturalisation et de fixation du réel, qui, à mon avis, sont aussi des traits très forts de l'époque dans laquelle nous sommes. Voilà. Merci Sandra.